à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui c'est encore la rentrée. Après la première émission de cette 11e saison, on enchaîne avec nos recommandations manga de ces derniers mois de l'année 2025. Les mangas de la rentrée. D'ailleurs, certains titres ne seront pas dans cette émission parce qu'on s'est gardé quelques petites cartouches pour la suite du programme de la 5e de couve. D'ailleurs, est-ce qu'un petit aperçu des prochaines émissions, ça vous dit ? Ah oui, Maxime, dis-nous des aperçus. Tu le fais super bien. Alors, la semaine prochaine, par exemple, on va parler de vente de mangas. Ah, les ventes. Ah, j'adore les chiffres. Moi. Les chiffres. Fin d'année, on va parler de Monster. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait d'émission sur Monster. Quoi ? Non, on a fait Urasawa où on a abordé un petit peu Monster. Mais jamais. En fait, on en parle souvent, mais on s'est jamais concentré sur Monster à fond, à 100%. Peut-être qu'il y a une raison, c'est nul. Hein. Bah non. Et bim. Peut-être pas le moment de remettre en cause le planning du coup. Il y a un truc qu'on n'a jamais fait aussi, vous voyez en début de saison, enfin au début plutôt en avril de cette année, on a fait nos mangas à suivre. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres mangas qui s'étaient terminés, dont on n'avait pas encore parlé, alors qu'il y a des choses à dire sur la fin. Donc on prépare une émission, nos mangas qui se terminent. Bah, et tu mettras Monster dedans. Non, parce que Monster s'est terminé très longtemps. On vous parlera de Babel, on va vous parler aussi notamment d'une nouveauté de cette rentrée qui s'appelle The Strange House, dans une émission un peu plus légende urbaine, on va dire ça comme ça. Et puis on a beaucoup d'autres surprises à vous préparer. On a fait une petite sélection aussi manga de l'imaginaire avec d'autres sorties qui sont là en septembre, en octobre et en novembre. Mais c'est trop bien cette fin d'année 2025. Merci Johnny. On se plonge maintenant dans la rentrée manga 2025 dans la 5e de couve et c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de la rentrée. Salut Cagnard, salut Julie, salut Johnny. Salut Maxime. Vous entendez là un petit peu ou pas dans ma voix ? Fin de l'été et paf, premier rhume. Non. Félicitations. J'entends pas. Je suis même pas encore au mois d'octobre que je l'ai eu. Voilà, a priori je suis pas le seul, donc soignez-vous bien et lisez des mangas en même temps. Au chaud, chez vous, avec un petit macchia latte, pumpkin spice, je sais pas quoi. Et un mouchoir pour se moucher surtout. Ah oui, Parce d'accord. que si ça dégouline sur ton manga, c'est un peu... Bon, c'est rare que ça arrive. L'encre. Gros Oh, dégueulasse. attention, il y a des gros rhumes quand même, hein. Ça fait fontaine des fois. Si vous nous découvrez seulement maintenant, ce n'est pas trop tard pour rejoindre l'aventure de la 5e de couve et écouter des centaines et des centaines d'heures d'émissions. La 5e de couve, c'est le podcast Manga Hebdo. Depuis 10 ans maintenant, on est à la 11e saison, donc scrollez un peu sur vos apps podcast. Il y a forcément une émission pour vous, puis si vous aimez ce qu'on fait, merci. À vous de nous soutenir en nous écoutant, étape 1. Et puis si vous voulez en faire un peu plus, étape 2, vous laissez un commentaire, une note ou vous partagez l'épisode autour de vous. Au programme donc de cette émission, on va parler entre autres de beaucoup de mangas. Je vous fais un petit sommaire rapidement, juste que je scrolle jusqu'en bas sur mon écran. On va parler de Astro Royal, on va parler de Mujina Into the Deep, le nouveau Asano, de Shimazaki In the Land of Peace. On va aussi parler de Qui a vu le pan danser, ou encore de Promenons-nous dans l'espace. Voilà, vous l'avez, le programme de cette émission. Il y aura quelques autres titres à la toute fin. On va se garder 10 minutes pour faire aussi un petit panorama sur d'autres mangas. Mais donc on commence avec Promenons-nous dans l'espace. Un titre qui est en cours, déjà 5 tomes au Japon, ça sort chez Glénat Manga. Le tome 1 est déjà dispo au prix de 7,90€ et c'est signé Inuiko Doronoda. Et de quoi ça parle ? On est dans le Japon contemporain. On retrouve Yamato Kobayashi, il est lycéen, mais il traîne une réputation sans éclat, des difficultés scolaires, des petits boulots pour s'en sortir et un masque de bad boy, de mauvais garçon pour probablement cacher ses doutes. Il vit au jour le jour sans vraiment croire qu'il pourrait changer jusqu'au jour où Keisuke Uno arrive dans sa classe. Alors Keisuke Uno,
c'est un énergumène, c'est vraiment pas un personnage comme les autres, ni un garçon comme les autres. Chaque interaction sociale lui coûte. Les choses les plus simples de la vie quotidienne le déstabilisent complètement. Il s'angoisse quand on lui parle trop fort, il n'arrive pas à gérer simultanément plusieurs tâches, etc., etc. Et pourtant, ce garçon, il ne baisse pas les bras. Il met au point des astuces pour avancer, essayer d'être à la hauteur, de vivre malgré ses limites, notamment grâce à un carnet dans lequel il consigne beaucoup de choses. Et ainsi, Kobayashi, en observant Uno, ses peurs, ses efforts, ses façons de surmonter les obstacles, se retrouve un peu en miroir, un peu comme si Uno lui montrait une autre façon de vivre ses propres difficultés. Une amitié naît entre les deux garçons et ça va devenir une aventure un peu intérieure. Chacun va apprendre de l'autre et surtout chacun va s'ouvrir un peu, chacun découvre qu'on peut trouver une voie même quand on sent qu'on n'est pas fait pour ça. C'est un véritable récit sur l'amitié, mais pas que, parce que c'est de la tranche de vie. Et à l'intérieur, c'est beaucoup de relations entre ces deux personnages qui va nous intéresser. Moi j'ai envie de l'appeler le petit bonbon de la rentrée. C'est vraiment le titre que j'attendais pas, dont j'avais pas entendu parler, qui est pas dans le style que j'aime spécialement, tranche de vie. Et franchement j'ai été très surpris. C'est hyper frais. L'une des qualités vraiment du bouquin, c'est qu'on rentre très facilement dans l'histoire et on y rentre en fait de manière assez naturelle au final. Et je pense que cette manière naturelle de rentrer dans le récit, elle vient beaucoup des personnages. Ils font très vrai, ils sonnent très vrais. Leur interaction fonctionne vraiment. Et ça fait que moi, je peux même pas te dire que je me suis identifié à l'un ou à l'autre. Je me suis identifié à cette histoire, tout simplement à cette naissance d'amitié entre deux personnages un peu improbables, on va dire. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et c'est ça, en fait, tu parles d'histoire, mais il n'y a pas d'histoire, de récit à proprement parler. C'est beaucoup d'interactions entre ces deux personnages qui font que le manga nous emporte. Au final, c'est eux qui amènent les autres étapes du récit, on va dire. Mais on peut pas dire autre chose que c'est un récit tranche de vie. Il y aura pas de pouvoir, il y a pas de mystère pour le moment. Il y aura peut-être un petit peu de science-fiction à un moment, j'en sais rien. Mais pour le moment, on est vraiment basé uniquement sur les relations humaines. Et effectivement, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Oui, après tu disais, c'est le principe de la tranche de vie, quoi. C'est qu'on n'a pas de scénario défini, on regarde, on est extérieur, on regarde la vie des personnages. Tu disais au début que c'est l'interaction entre ces deux personnages, mais c'est pas vraiment vrai parce qu'il y en a un troisième qui arrive vers le milieu du livre qui justement sert à mettre en exergue les relations des autres parce que lui, il pense des choses qui ne sont pas vraies et là, il va découvrir qu'en fait, lui aussi, il a ce même problème que les deux autres. Mais il va pas du tout l'aborder de la même manière. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a une manière de l'aborder. Et on est dans un manga qui est vraiment dans la 150% bienveillance. C'est assez déstabilisant parce que on a affaire à des gens qui, on pourrait croire, on va pas les aimer, soit parce qu'ils sont nuls, soit parce qu'ils sont des loupards ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ça justement le but du manga. Et c'est pas un truc gnangnan pour autant. Et c'est ça qui m'a surpris, moi, c'est que on est dans un manga où on veut montrer que tout le monde peut s'en sortir et tout le monde émane de gentillesse, quoi. C'est donc une tranche de vie assez douce, pleine d'émotions, entre garçons lycéens qui explorent la manière dont deux adolescents complètement opposés dans leur manière d'être, dans leur peur, et même un troisième adolescent aussi, et je pense qu'on va en avoir d'autres dans la suite de l'œuvre, qui vont cheminer ensemble, qui vont s'entraider ou pas, se révéler. Par exemple, la scène du petit boulot de Kobayashi, je l'ai trouvée super intéressante parce que on a vu qu'il était face à un très très gros défi d'être un loser dans son travail et la manière dont il surmonte, je trouve ça super intéressant et ça montre parfois que le courage, voilà, c'est pas de changer radicalement, mais c'est d'apprendre à être soi-même, d'accepter ses failles et puis de s'accepter soi-même tout court, quoi. Et puis il a cette réflexion derrière les deux réflexions, c'est-à-dire qu'il pourrait devenir méchant en disant vas-y, je suis trop nul, vous m'énervez et puis si vous me collez dans ce carcan, et c'est ce que je vais devenir et je vais vous tabasser et puis je vais quitter mon boulot. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il veut démissionner, mais il explique tout ça et finalement grâce à Keisuke Uno où il voit qu'il y a une possibilité de s'en sortir en faisant quelque chose de lui-même, donc lui par exemple il note dans son carnet, et c'est là qu'il s'ouvre et que justement il va se transformer. Et on aborde des sujets qui peuvent paraître anodins. Toi, l'histoire de je suis nul au taf, j'ai des compétences médiocres et je m'en sortirai jamais, je continuerai jamais. Et en fait, c'est pas du tout anodin. On n'a jamais été nous-mêmes confrontés, je pense, à ce genre de problème. En tout cas, moi, je suis assez organisé, par exemple. Donc, quand quelqu'un n'est pas organisé,
je comprends pas ce que lui peut ressentir. Et grâce à ce manga, j'avoue que le mettre en image, avoir une histoire dessus et ce sujet, moi, ça m'a fait relativiser sur ce que peuvent ressentir ce genre de personnes. Je pense sincèrement que ce manga peut aider les personnes qui rencontrent des difficultés à nouer des liens avec les autres, ceux qui se sentent pas toujours à l'aise dans la société. Et c'est pas un guide, il y aura pas des tips, hein, c'est pas la méthodologie pour se faire des copains. Hein. Mais en vrai, tu vois, de ce que dit Joe, il y a un peu ça aussi. Non, mais oui, tu vois, ça de transpire comprendre, sans que de ça le mieux soit. comprendre. Oui, Ouais. mais dans le message global, je pense principalement, c'est tu t'accepter toi-même, accepter que tu as des faiblesses et qu'on peut t'aider pour ça et que toi-même tu peux t'aider pour ça. Je pense que c'est surtout ça le truc, c'est que tu restes pas enfermé dans je suis nul, vas-y, je reste nul. Et là, le manga, il explique très bien, c'est que chacun a ses faiblesses, chacun a ses points forts, mais tu peux t'en sortir, tu as toujours un moyen de t'en sortir. surtout que le je suis nul, vas-y, ça me saule, j'arrête. Ouais. Ça, C'est un peu quand le même un truc facile. réflexe de base de beaucoup de gens. Non, mais il quand même. y a être feignant et il y a être nul. Et là, c'est pas. Et le manga, finalement, tu vois, il l'explique un peu. Aïe, moi je combine les deux. Comment on fait? Et Ce manga- tu peux écrire un carnet. Mais j'en ai déjà plein. Ce manga s'appelle Promenons-nous dans l'espace. Donc l'espace dans tout ça, on n'en a pas du tout parlé. Non, mais c'est parce que ça vient un peu plus tard. Et c'est vrai que c'est une des raisons. Alors, vous le savez, la tranche de vie, c'est pas trop mon truc, mais je dis ça sur toutes les tranches de vie que j'ai aimées, donc c'est un peu compliqué maintenant de faire valoir cet argument. Bah ouais, faut assumer. Hein. Mais moi, c'est un truc que j'ai aimé, c'est parce que moi, j'ai fait de l'astronomie pendant 4 ans. Donc, effectivement, au début, ce manga, je l'aimais vite fait, mais le fait qu'il arrive dans un club où ils vont parler d'astronomie, c'est là aussi la force de ce manga, c'est qu'on a affaire à des personnes il y en a un qui connaît à fond l'astronomie et l'autre pas du tout. Et il est intéressé par ça. Et moi, ça m'a rappelé quand j'avais 10 ans et que j'étais abonné à Espace, que j'ai ma lunette astronomique. Et j'étais très content de voir ça dans ce petit manga. En plus, il y a tout l'aspect métaphorique aussi de se sentir comme un cosmonaute complètement engoncé, complètement privé de l'extérieur, quoi. Et là, tu te rends compte qu'ils expérimentent ça dans la vie de tous les jours. Ils sont 2 garçons qui essayent d'entrer en contact à travers toutes les protections qu'ils ont mises pour se protéger de ce qui leur paraît être un environnement hostile, mais qui est juste la vraie vie. C'est ça. Julie, on t'a pas trop entendu sur ce titre. Comment tu l'as trouvé graphiquement, par exemple? En fait, je l'ai trouvé très simple. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était une personne un peu autodidacte qui avait vraiment pris sur son temps pour faire cette histoire et qui, du coup, lui donne un aspect très brut, en fait, très simple. Tout à l'heure, c'était Cagnard qui disait que le titre est frais. Et il l'est aussi graphiquement, parce qu'il ne suit pas les codes, en tout cas ceux auxquels des fois on associe le manga. Et il y a une espèce de... il n'y a pas de code, il n'y a pas de carcan, si ce n'est que c'est découpé en planches et que certains personnages sont dans un cadre qu'on connaît déjà, donc la vie scolaire au Japon. Mais c'est vrai que sinon, il y a une espèce de connexion qui se fait aussi à travers le dessin, parce que finalement, c'est aussi naïf que ces jeunes personnages qui s'ouvrent à la vie et qui vont de l'avant avec les moyens qu'ils ont et qui sont pas forcément des moyens super élaborés, quoi. Et toi, Cagnard, niveau graphique? Niveau graphique, je dirais que c'est peut-être le seul aspect qui m'a un petit peu rebuté à la base quand je l'ai lancé. Et en fait, très rapidement, force est de constater que pour moi, il n'y a pas meilleur style. C'est vrai que c'est assez léger, c'est assez enlevé. Et en même temps, je trouve que ça sert carrément le récit au final, parce que ça permet de ne pas l'alourdir, alors que, comme je le dis, on parle de sujets qui pourrait avoir l'air gnangnan, et là je trouve que au contraire justement ça donne une forme de consistance vraiment au récit qui est assez particulière, qui est très curieuse, que j'ai vraiment du mal à définir pour le coup. Et je trouve que ce que j'avais estimé comme un défaut un petit peu au début, à la fin c'est peut-être sur ça que je suis qui m'a le plus marqué. C'est peut-être cet aspect-là du dessin qui m'a le plus marqué. Et alors moi, pour tout vous dire, j'ai mis un peu de temps à lire ce manga. C'est-à-dire que je lis le premier chapitre, peut-être un peu plus, puis j'arrête, j'ai repris, j'ai arrêté. Et j'ai eu beaucoup de mal à lire en une fois, non pas parce que c'était pas bien ou que j'avais des problèmes de rythme, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions dedans, et qu'en fait, parfois, un chapitre et demi, 50 pages, ça m'était suffisant.
J'avais pas besoin de plus, ce qui fait que j'ai eu une lecture avec un rythme assez étrange. Ouais, je comprends parce que c'est très touchant et émotionnellement parlant. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je suis pas sûr que je l'ai lu en entier d'une traite. Je pense que j'ai fait comme toi, j'ai dû lire 3-4 fois. Ah non, moi je l'ai tout lu d'un coup. Ah ouais, moi aussi. Vraiment, c'est trop bien passé, quoi. Il était tard en plus, hein, il était vraiment tard, mais c'était trop bien comme lecture. Moi, quand c'est trop chill, en fait, limite ça m'endort. Et là, bon, il y avait des passages justement qui étaient très touchants émotionnellement, mais je me suis dit, vas-y, j'attends. Je vais prendre One Piece 67. Ah ouais, changement de Après, style. je reviendrai. D'autres émotions à vivre. Question très compliquée. De quel manga on peut rapprocher Promenons-nous dans l'espace? Ah, moi j'en ai un. C'est Kolekai Teshine. Un petit peu, Quelque ouais. part. Parce que même si Kolekai Teshine est plus abouti techniquement, vraiment sur l'aspect graphique, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus étudié le dessin. Là, je trouve que on a juste la motivation en fait de l'auteur à rédiger son histoire comme il l'entend et ça donne ce résultat qui peut être un peu déstabilisant parce que on se dit et surtout il y a toutes les mêmes thématiques autour de l'amitié, autour de faire groupe en entrant dans un club d'astronomie ou des choses ou un club de manga, hein. Et moi je le rapprocherai de ce titre-là en fait. Après, Kolekai Teshine, il y a vraiment ce truc il y a un objectif. Oui, c'est vrai. C'est un peu moins tranche de vie. Moi, je prendrais toutes les tranches de vie. En vrai, n'importe quelle tranche de vie se rapproche de celui-là pour moi. Yotsuba, peut-être, parce que, je sais pas, j'aime bien Yotsuba. Fallait que t'en trouves un. Ouais, voilà. Kolekai Teshine, qui était le premier manga dont on parle dans l'émission La Rentrée Manga 2024. Ah. Miroir. Promenons-nous dans l'espace, donc, qui a été premier au Taisho Awards et premier au Manga ga Sugoi. Kanya, un dernier mot. J'ai pas eu le droit à ma comparaison, moi. Mais c'est quoi cette histoire? Fallait aller plus vite. Moi, j'irais le comparer à Silent Voice parce que je pense qu'il touche exactement la même thématique qui est la communication. Pas sous la même forme, mais justement, je les rapproche beaucoup de ça. Et après, sinon, en vrai, pour moi, ma vraie idée, c'est que c'est un spin-off de Space Brothers qui veut pas se l'avouer. Promenons-nous dans l'espace. C'est sorti, c'est déjà dispo pour le tome 1 aux éditions Glénat Manga et c'est signé Inuhiko Doronoda. La suite de cette émission, c'est avec un manga qui s'appelle Qui a vu le pan danser? Quel drôle de titre. C'est aux éditions Akata. Ça va se boucler en 7 volumes. C'est signé Rito Asami. Le tome 1 est déjà dispo. Le tome 2 sort en octobre pour le prix de 8,05 €. De quoi parle Qui a vu le pan danser? On est dans le Japon contemporain aussi, avec Komugi Yamashita. Et après un plat de ramen avec son père, un ancien policier, elle voit celui-ci mourir lors d'un incident dans leur maison. Elle se retrouve alors seule, meurtrie, mais elle essaye d'avancer, malgré le chagrin. D'ailleurs, pour l'aider très vite, l'enquête officielle sur la mort de son père se conclut. Un suspect est arrêté. Tout semble réglé. Mais Komugi découvre une lettre posthume dans laquelle son papa écrit quelque chose d'étrange. Si telle ou telle personne est accusée, alors c'est une injustice. Et parmi les noms mentionnés se trouve évidemment celui de l'homme qui a déjà été mis en prison, celui qu'on accuse maintenant du meurtre. Komugi, en proie au doute, sent que tout est bancal, et aidée d'un curieux avocat, elle se lance dans les investigations, interrogeant, fouillant, recoupant, remettant en question les silences, les faux témoignages, les indices dissimulés, et peu à peu, elle se rend compte que ce qu'elle croyait acquis est peut-être construit sur des mensonges ou des omissions surprenantes. Ce manga mystère prend alors la tournure d'une enquête à la recherche de la vérité. Ouais, c'est un très bon polar. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été très vite happée par l'histoire. Le dessin est très agréable aussi. Et en fait, une fois que tu as commencé, tu n'as qu'une seule envie, c'est quand même de connaître la suite et de voir aussi si tes propres hypothèses sont confirmées ou pas. Donc, comme tout bon polar, quoi. Et y a un petit côté, on va lancer une enquête et effectivement, il y a une espèce de meurtre sordide, tout ce côté pression des médias, du regard extérieur qui aussi joue en fait dans la narration. Et moi j'aimerais... À quand la suite? Cagnard, première impression. Écoute, c'est un thriller. Moi, j'adore les thrillers. J'aime beaucoup ça. Et celui-ci,
Tome 1 oblige, on va dire que ça dissémine plein de petits mystères de partout. Et du coup, forcément, tu te demandes bien... t'as évidemment envie de savoir qui c'est qui ment. À partir du moment où elle reçoit la lettre, et tu te dis, forcément, parmi tous les gens qu'il y a en face d'elle, il y en a qui sont en train de lui mentir. Et du coup, évidemment, c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est vraiment le tour de force de ce tome 1, c'est qu'il a autant une enquête plutôt classique, on va dire, au démarrage, mais en même temps, avec le graphisme, je trouve qu'il a une ambiance très réaliste. Vraiment, on est dans la ville, on est bien dans l'enquête, et je trouve que c'était passionnant ce tome 1. Et toi, Joe ? Je rebondis sur ce qu'a dit Cagnard parce qu'il parle de thriller, mais en vrai, Et Julie a parlé de polar. Ouais, et c'est pour ça. Et en fait, pour moi, je connais un peu les définitions des deux, mais le thriller, l'intrigue, elle n'est pas basée sur l'investigation comme pour le polar. Le polar, c'est vraiment, on suit une enquête. Généralement, il y a un meurtre, on ne sait pas qui l'a tué. Et on suit cette enquête-là, que ce soit du point de vue du policier ou en tout cas, il y a cette histoire de... Il y a une enquête, une investigation qui est dessus. Alors que le thriller, il peut y avoir une ou plusieurs intrigues et le meurtre, c'est pas forcément l'énigme centrale. Mais je te rejoins sur un truc, Cagnard, c'est que on est seulement sur le tome 1. Autant le tome 1, c'est un polar, autant la suite, on sait pas. Parce que justement, à cause de cette histoire de la personne qui a été accusée à tort, et en plus sur un autre meurtre, ça fait plus ou moins 2 enquêtes qui vont se rejoindre. Est-ce que c'est la même ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres intrigues ? Et c'est là où, pour l'instant, thriller polar, on n'est pas tout à fait sûr. En tout cas, moi, j'avoue que la lecture a été très fluide. J'étais assez surpris d'ailleurs, parce que là, pour le coup, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas eu de problème. Et non, ça se lit vraiment très bien. Et heureusement qu'on a l'explication du titre, parce que sinon je me suis dit, mais c'est quoi ce titre entre la couve et le titre, tu vas pas dessus d'emblée. Ce manga a besoin de bouche à oreille. Mais c'est bien qu'il ait expliqué dans ce tome 1. Alors je fais une petite parenthèse pour dire que je suis absolument pas d'accord avec sa définition polar thriller. Sauf que c'est pas l'endroit pour en discuter. On fera une émission polar thriller si tu veux. Mais je suis absolument pas d'accord. Et le pire, c'est qu'il se contredit dans sa définition même. Non, j'ai dit que j'étais plus ou moins d'accord avec toi sur le fait que ça risque d'être un thriller, mais que pour l'instant ça ne l'est pas. Monsieur Johnny, on n'est pas là pour parler de ça. Premier duel de l'année, Johnny versus Cagnard. Cagnard, qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est un thriller plus qu'un polar ? Parce que dans le cadre du thriller, ça peut être une enquête, mais qui n'est pas forcément menée par un inspecteur. C'est aussi ça le. Ah mais j'ai pas dit ça. Je dis juste que dans un thriller, l'enquête c'est pas le sujet principal. Changement de joueur, je fais rentrer Julie dans le jeu. Pourquoi t'as dit polar et pas thriller ? Parce que pour moi c'était surtout l'histoire d'une enquête dans un milieu de policier, parce que c'est un policier qui va se retrouver en tout cas qui va être retrouvé décédé, qui est victime, et très vite on va dire en fait ça doit être d'origine meurtrière, c'est pas un accident qui a conduit à ce drame, et sa fille donc devenue orpheline va devoir chercher des indices, s'appuyer sur ce qu'elle a pu donc avoir de son père, et après effectivement il y a peut-être une dimension plus psychologique par la suite qui sera plus développée, parce que elle va effectivement se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont des faux semblants quoi. Un partout, balle au centre, on se retrouve en seconde mi-temps après une page de publicité. Moi je trouvais que c'était une enquête de type policière, mais ça traite aussi de blessures personnelles. C'est un petit vernis, c'est pas énorme, mais bon, on a le deuil, on a la confiance, on a le poids des secrets familiaux, et je trouve que ça touche à pas mal de choses, et donc plutôt avec brio ce premier tome, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, soit pour être extrêmement déçu, soit pour être vraiment très 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 content, mais je suis assez emballé par ce tome dans tous les cas. Tu vois, moi qui ai justement lu cet été My Home Hero, que j'ai adoré, vraiment ma lecture de l'été, c'était My Home Hero, saison 2, saison 3, c'est vraiment génial. Il y a combien de tomes ? Là, doit y en avoir 22 ou 23. La série, elle est bientôt terminée. Et franchement, limite, la série se bonifie plus tu avances. Et là, du coup, j'ai vraiment retrouvé un esprit My Home Hero. T'as les mêmes codes, le jeu de dupes, les mensonges. Et du coup, je pense que vraiment tous les amateurs de My Home Hero, ils peuvent y aller, parce que je pense qu'on a un potentiel successeur. Tout vraiment sur la partie faux semblant. Est-ce que vous vous souvenez de la tante ? Vous la trouvez pas déjà un petit peu bizarre ? Il y a la tante de l'héroïne qui intervient à un moment, qui essaie de piquer la thune de l'héritage. Qui a piqué la thune, très clairement. Elle a dit j'ai fait le virement, finalement c'est moi qui vais recevoir et tout. Tout ça là, on dirait des pièces d'échiquier qui sont vraiment savamment amenées, et j'ai très hâte de voir la suite. Mais comme tu dis, ça va peut-être faire pchit derrière.
Surtout que le journaliste, il a l'air bien tête à claque. L'avocat. Non, l'avocat, j'aime bien. Ça va, Les deux. Non, mais je veux dire, l'avocat, il est atypique aussi, tu vois. Il a un truc. Clairement. Ouais, mais au moins il est réaliste dans le sens aussi où il veut pas prendre l'enquête. Et ça, honnêtement, moi, je saurais pas. La seule personne rationnelle de cet homme. Et puis il y a la lettre qu'on pourrait presque décrypter. Non mais en fait c'est ça, c'est effectivement moi je sens que rien qu'avec cette lettre il y a tellement de questions qui sont posées où tu te dis bon, est-ce que cette intrigue où il y a eu un meurtre va se changer en grand complot policier, grand complot politique, parce qu'en fait l'histoire de toute une famille qui meurt et chacun son tour ils sont pendus et finalement on arrête celui d'à côté. Enfin, on se retrouve un peu de... Moi, ça m'a rappelé un peu Root End, pour le coup, chez Ki-hoon, où il y avait cette enquête de... Bon, il y avait des Deus Ex Machina qui arrivaient de n'importe où, mais justement, c'est ça, c'est comme un épisode des experts, tu veux trouver toi-même aussi le coupable. Et c'est ça, souvent, un polar, c'est que tu participes à cette enquête toi-même. Après, celui-là, pour le moment, c'est pas ce qu'on peut qualifier d'un polar noir, par exemple, tu vois. Comme un Root End qui a ce côté un peu trash et tout. Là, on n'y est pas du tout pour le moment. Non. Et on est aussi du point de vue de Komugi, une héroïne. C'est pas souvent le cas dans ce genre de manga. Et en plus, elle se débat. Elle a une psyché assez intéressante, je trouve, pour le tome 1, entre ce qu'elle veut savoir, ce qu'elle peut supporter de savoir, la peur de découvrir que le héros de sa vie, donc son père, pourrait lui avoir dissimulé des choses à elle, alors qu'elle lui donnait sa confiance entièrement. Jusqu'à imaginer une grande conspiration quand on est du côté des lecteurs, parce que forcément, oui, la lettre, on se pose des questions. À plein d'endroits, on se pose des questions. On pourrait imaginer donc une conspiration beaucoup plus vaste que les doutes initiaux qu'elle a, et que le meurtre de son père, c'est peut-être juste un tout petit grain de sable, et qu'elle peut envoyer derrière un complot ou une conspiration beaucoup, beaucoup plus grande, quoi. Et rien que de se dire ça, moi, ça égaye ma curiosité et je me dis, il y a de l'ambition quand même dans ce manga. Et c'est bien de savoir que c'est en 7 tomes. Tu vois, My Hero Hero en 22 tomes, moi, ça me refroidit un peu. Justement, je suis là pour vous réchauffer sur My Hero, vraiment avancer parce que c'est vraiment trop bien. Mais après, ça va, c'est pas 50, donc j'accepte. Si les en font 25, je le lirai. Une petite lecture de l'été, c'est vrai franchement. que 7 tomes, c'est très bien. Oui, et puis je trouve qu'il y a un autre aspect, donc encore une fois, le dessin qui est assez rond et qui est, qui joue sur une corde réaliste et qui participe en fait au fait qu'on entre très facilement dans le récit. Là, on a même par moments, moi ça m'a fait penser à du Kengo Shinzo. Bon là, en ce moment, il est sur une série qui est beaucoup plus, légère. C'est Hira Yasumi, mais il a fait aussi d'autres. Il avait fait une série Mauvaise Herbe où pareil, il y avait un vieux policier qui aidait une jeune fille. Alors c'était pas du tout les mêmes thématiques. Là, il y a vraiment des histoires de meurtre, des cold cases même, puisqu'il faut aller chercher longtemps, loin, plus de 20 ans avant ce qui s'est réellement passé dans la vie de ce policier qui est décédé. Et je trouve que là, ça aide vraiment parce que c'est toi qui évoquais la couverture, Maxime. C'est vrai qu'on ne se doute pas de quel genre d'histoire il se cache derrière cette couverture qui est très jolie, mais qui finalement reflète pas vraiment la noirceur en fait du récit, quoi. Ne jugez pas ce livre à sa couverture, c'est clair. Kali a un dernier mot ? Oui, à la limite, c'est pour chipoter un petit peu. On va dire que je lui trouve 2 défauts pour le moment. Va y avoir un rythme qui est peut-être un poil trop lent. Mais en même temps, c'est un tome 1, donc il peut pas en donner trop non plus. Et à la limite, l'héroïne pour laquelle, pour le moment, je suis pas vraiment attaché, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir eu une narratrice, mais pas un personnage. J'ai eu l'impression d'avoir une narratrice, et du coup, pour le moment, je suis pas du tout attaché à elle. Là, au contraire, où Mayomiro, dès le tome 1, j'étais attaché au perso principal. Ah, c'est marrant, moi, c'est complètement l'inverse. T'as craqué pour l'inverse 2 fois. J'aime beaucoup Komugi. Effectivement, je trouve que le personnage est bien fait et j'ai de l'empathie pour elle. Et justement, je trouvais que le rythme, il était parfait par rapport à la dose d'informations qu'on te donne, que tu dois ingérer par rapport à l'histoire qui doit continuer, elle doit se déplacer. Elle bouge vraiment en plus de lieu, d'unité de lieu, et je trouve ça aussi assez intéressant de la voir à un moment près, je sais plus d'un canal ou d'un fleuve, à un autre moment, elle est dans le cabinet de l'avocat. On la voit à plein d'autres endroits comme ça.
dans l'ancienne maison, au commissariat et ainsi de suite. Et je trouvais que le fait de se déplacer autant dans la ville, ça donnait aussi une rythmique et que plus rapide, plus rythmé, on devrait peut-être gérer trop d'infos et ça serait peut-être un peu trop artificiel. Non mais c'est possible, hein, je suis assez d'accord avec toi. C'était vraiment parce qu'à un moment, je trouvais que c'était très contemplatif pour un policier. Et en même temps, c'est peut-être ce que tu dis aussi, c'est que c'est un manga qui sait prendre son temps pour amener le nombre d'informations qu'on est capable d'ingérer aussi pour la suite. Et à suite. l'inverse, le héros de Mayumi Hiro, j'avais envie de lui mettre des... tu sais pas. Des chassés. Maxime, tu ne sais pas. Dans le tome 1, elle recrute sa team et l'enquête commence à la fin, quoi. C'est parti. Ouais, c'est ça. Ce manga qui a vu le pan danser a lui été 4e de sa catégorie au manga Gasugoi. Donc voilà. On va encore quelle piocher catégorie dedans. Catégorie polar ou catégorie thriller Catégorie manga féminin. Ok, c'est nul, ça nous aide pas. Ça nous aide pas. Non, pas du tout. Manga féminin. Tout à fait, c'était prépublié dans un magazine Josei. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il était dans la catégorie manga féminin au manga Gasugoi. Donc féminin adulte, on va dire. La suite de ce manga, attendez, je vous récapitule aussi le titre du manga, qui a vu le pan danser. C'est aux éditions Akata, ça va faire 7 tomes, c'est signé Rito Asami. Le tome 1 est dispo, le tome 2 sort en octobre. La suite, donc maintenant, c'est avec le manga Shimazaki in the Land of Peace. C'est aux éditions Pika, ça sort, ça fait déjà 10 tomes, c'est toujours en cours au Japon. C'est signé Takeshi Seshimo et Guten Hamada. Le tome 1 donc, est déjà dispo au prix de 7,70 €. On est donc à la moitié de cette émission et on passe sur un titre un peu plus sombre cette fois. Et c'est pas le plus sombre de la liste d'ailleurs. L'histoire, c'est celle de Shingo Shimazaki, un trentenaire qui tente de retrouver une vie normale au Japon. Mais cet homme, Shingo Shimazaki, c'est un ancien enfant soldat devenu par la suite une sorte d'agent d'élite. Et en effet, plus jeune, ce japonais faisait partie d'un groupe qui a été enlevé par une organisation terroriste. Orphelin donc d'une enfance normale, il a alors entraîné, formaté comme un soldat, puis plongé dans la violence, la guerre, l'endoctrinement. Et donc maintenant qu'il a réussi enfin à s'échapper et à retourner dans son pays natal, est-ce qu'il peut retrouver une vie normale avec certains de ses compagnons d'infortune ? C'est la première question de ce manga. Il doit désormais donc réapprendre des gestes simples, affronter ses souvenirs aussi, puis essayer de vivre une vie tranquillement. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, sinon ce serait pas super intéressant. Que ce soit des yakuza ou l'organisation terroriste dont il s'est échappé, difficile de passer inaperçu lorsqu'on a des compétences telles que Shingo Shimazaki et puis sa tête aussi, parce que visuellement il a un super chara-design. C'est un peu marqué quand même. Forcément, un bon polar bien nerveux, c'était pour moi. On est dans le domaine des tueurs professionnels. Et même, ce qui est assez intriguant, on parle beaucoup de l'emprise sectaire aussi dans ce livre, et c'est assez rare dans ce genre de titre. Et je trouve que le mix marche à la perfection. Et moi, ça m'a grave donné envie d'en connaître un peu plus sur ce monde de tueurs professionnels, parce que on sait que dès qu'on est dans un manga où il y a des tueurs professionnels, il va falloir que tu apprennes les règles de ce monde, comment ils arrivent à se faufiler dans la vie civile. Et là, moi, je suis plein de questions, ça m'intrigue beaucoup, et j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai une question pour toi, parce que du coup, moi, je ne les ai pas vus comme des tueurs professionnels, mais plutôt comme des soldats d'élite. Je ne sais pas si tu vois la petite distinction que je fais. Le fait qu'ils fassent partie d'une armée, qu'ils agissaient en groupe, qu'ils allaient sur des champs de bataille. Ouais, pour moi, il n'y a pas trop de différence. Tu vois pas trop de différence entre malheureusement, payer pour tuer. Ouais. Bon. Après, il y a la guerre. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, quelque part, pour moi, l'armée, c'est aussi une forme d'endoctrinement. Et je ne suis pas contre les militaires ni rien. Des formes d'endoctrinement, on en a partout. Et je trouve toujours ça un peu fascinant. Cette émission est une forme d'endoctrinement. Et je trouve ça hyper intéressant de le mêler aussi au milieu du crime, au milieu de l'armée. Je trouve que justement, ça remet en perspective des milieux comme ça. Et c'est un traitement que je n'ai pas trop l'habitude de voir, en tout cas. Ce manga, je l'ai trouvé d'une efficacité vraiment rare. Au début, j'avais très peur. Je commence le premier chapitre, le deuxième. J'avais peur que l'enchaînement de petits épisodes de vie, ça ressemble à la voie du tablier, sans aucun fil rouge, sans aucun but. Et franchement, j'ai continué la lecture un petit peu fébrile, mais sauf qu'il y a un élément de scénario super important qui arrive en fin du chapitre 1, mais en fin de chaque chapitre. Et à la fin du chapitre 1, il écrit « Retour de Shingo Shimazaki sur le champ de bataille dans 340 jours ». Ouais. Et ainsi de suite. Ça donne envie. Là, tu sais que quelque chose va se passer, va le pousser dans 1 an à quitter cette quête de tranquillité. Et évidemment, c'est suffisamment bien fait pour que tu te dises «
Ah bah je veux savoir pourquoi, comment de Non. cette vie normale qu'il a l'air de gérer à peu près, c'est pas évident mais il a l'air de la gérer, et comment on va arriver à il retourne sur le champ de bataille. Surtout qu'à travers le tome 1, il gère cette vie de mieux en mieux. Lui aussi, il apprend, il fait des efforts, et donc tu te dis qu'est-ce qui va créer cette dégénérescence complète et qui va le faire replonger, quoi. Est-ce que ça t'a pas fait penser à un titre que tu adores? Quand je l'ai lu, je me suis dit Cagnard va nous parler de The Fable, par Oui. exemple. Bah oui, évidemment. Alors, je suis un grand fan de The Fable, j'adore cette série. Et je pense qu'on peut vraiment faire une comparaison directe sur le côté froid, nerveux, tueur professionnel. Par contre, s'il y a bien un truc qui le différencie pour le moment, je pense que c'est le ton. Et je pense que c'est pas du tout ce que cherche à atteindre cet auteur. Lui, il n'utilise pas l'humour absurde comme dans The Fable. The Fable, t'as des scènes absurdes, et en plus elles sont absurdes, un peu bizarres, et après bam, on te ramène à la réalité avec une séquence plus mafia et compagnie. Là, j'ai l'impression qu'on est dans du dramatique. On va avoir du mignon peut-être parfois, mais du drôle, je ne pense pas. Mais oui, un lecteur de Fable, je pense qu'il se retrouve carrément, de The Fable, pardon, il se retrouve carrément avec ce titre. Moi j'ai pensé à La Voix du Tablier, donc je vous le disais, mais en vachement mieux. C'est parce que j'ai pas aimé La Voix du Tablier, mais du coup, j'ai bien aimé celui-là. Mais également à Under Ninja, avec le tueur qui vient de Russie, etc. Je sais pas si ça t'y a fait penser. Ou Ayame Hiro, du même auteur que Under Ninja, il y avait une petite vibe un peu comme ça, un peu décalée, quoi. Ah mais complètement, on est dans cette vanne vanne que j'avais jamais vraiment identifiée, mais de titres qui parlent de récits de genre, on va dire, parce que c'est pas forcément du policier à chaque fois, mais qui arrivent à en faire un truc un peu bizarre, un peu étrange. J'ai souvent tendance à comparer ça au cinéma des frères Cohen, avec toujours une petite forme de malaise qui s'en dégage. Et mais c'est vrai, en fait, t'as carrément raison, il commence à y avoir plusieurs titres qui sont dans cette ambiance-là. La Voix du Tablier n'en fait pas partie, effectivement, mais Under Ninja, oui, avec ce côté beaucoup plus loufoque. Par contre, lui, il est peut-être plus sérieux, vraiment premier degré, quoi. Et donc, en dehors de l'histoire épisodique, pour finir, il y a un fil rouge, mais il y a aussi des petites interrogations. Comment se reconstruire après avoir été une sorte d'arme humaine? Est-ce que la paix est simplement l'absence de guerre, ou une bataille encore plus dure pour la retrouver? Les moments de calme semblent vraiment fragiles quand on le lit. Les éclats de violence surgissent super vite, et Shimazaki ne sait toujours pas si son silence, si sa fuite, si ses actes vont lui permettre de se libérer ou s'il reste prisonnier de son passé. J'ai une petite idée à ce sujet. Ce manga a été lauréat du prix Takao Saito et il a fini 5e, lui, au manga Gasugoi, mais il avait été dans les 10 premiers, donc on fait des bons choix, je trouve, dans cette émission. On met une petite pièce sur ce titre quand même. Shimazaki in the Land of Peace aux éditions Opika, le tome 1 est déjà disponible. La suite avec le retour d'Asano et un manga qui s'appelle Mujina Into the Deep. Déjà 4 tomes au Japon, c'est aux éditions Kana. Le tome 1 est prévu pour le 10 octobre prochain. Attention, c'est du grand format, donc c'est 13,25€ pour le tome 1. Donc retour d'Asano, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun ou de Dead Dead Demon Destruction. Cette fois, nous sommes dans un Japon dystopique, dans un futur proche où les droits humains ne sont plus du tout garantis. Il faut désormais une carte, une sorte de carte d'identité, quoi, qui détermine qui existe légalement dans ce monde ou pas, qui peut accéder aux soins, accéder aux transports en commun ou même sortir dans la rue pour acheter un truc au supermarché. Si tu l'as, tu vis dans le système. Mais si tu l'as pas, tu es un Mujina, une sorte de marginal, hors la loi, sans protection. Et c'est là que vit Monsieur Morgan, le directeur d'un studio de jeux vidéo. Sa vie, c'est le boulot, les deadlines, etc., etc. Mais un jour, il se retrouve mêlé au destin d'une ado en fuite et d'une tueuse Mujina appelée Ubume. Embarqué malgré lui dans ce monde cruel de tueurs et de Mujina, il va maintenant lui falloir survivre. Gros trigger warning dans ce manga. Dès le prologue, il y a une scène totalement interdite aux moins de 18 ans. Donc, manga pour public averti. Soyez doublement avertis aussi. Ça, Julie, ça va te parler quand je... Oui. Parce que c'est un manga d'Asano. Donc, il va tenter de rentrer dans votre tête et de foutre le bordel dedans. Donc, soyez aussi avertis pour ça. Et donc, tout ça mis à part, c'est étrangement le manga le plus grand public d'Asano. Oui, j'ai trouvé aussi. C'est bizarre, hein. Moins de 18 ans, mais plus grand public. Ouais, mais en fait, c'est un manga d'action dans un univers de science-fiction relativement accessible, avec des tueurs marginaux, influenceurs, youtubeurs qui sautent d'immeuble en immeuble, un peu comme des Yamakasi du futur, tout en se filmant, mais avec un mood vraiment no futur. Ouais. C'est à la fois un peu punk et familier. C'est assez étrange. Et on a commencé l'émission avec Promenons-nous dans l'espace. Manga bienveillant, au mood super positif malgré les problèmes. Bah là, faut imaginer exactement l'inverse pour Mujina. Le monde est pourri.
Les Je gens vais vous sont le lire. malveillants, c'est ça. Le mood, c'est plutôt kill, 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 avec des personnages que tu voudrais tous voir enfermés, voire pire. C'est un autre mood, vraiment Mujina, mais c'est super accessible en même temps. Je sais pas comment le dire, c'est étrange. Hein. Et puis surtout, en fait, le parallèle, si tu me permets, on peut le continuer parce que on disait l'autre est très brut dans son dessin, dans sa façon d'aborder comment construire une histoire. Et là, c'est laser. Enfin, je veux dire, c'est du Inyo Asano, mais magnifique. Les dessins, les contre-plongées sont incroyables. Il y a énormément de dynamisme. Enfin, tout est fait pour te plaire parce que c'est beau, parce que c'est bien calibré. Tous les équilibres noir-blanc, tout ça, c'est vraiment hyper travaillé. C'est au cordeau, mais les histoires sont glauquissimes. Glauquissime, c'est le bon terme. En plus, la composition du tome 1 est assez étrange avec 2 chapitres prologues, des chapitres 0 avant le premier chapitre. C'est bien qu'on sait finalement pas qui est ou sont les personnages principaux. Ça brouille les pistes. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Enfin, ça introduit super bien cet univers, mais voilà. Et puis voilà, pour continuer sur ce que tu disais graphiquement, les scènes de combat d'Asano. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. C'est quelque chose. Quand il y a un sabre qui traverse la tête d'un personnage, t'as presque l'impression que le sabre il sort des pages, que c'est de la 3D quoi. Ça c'est assez incroyable le trait qu'il a là-dessus. Et puis c'est surtout, le fait d'avoir cet univers hyper punk mais futuro-punk avec des sabres, le combat de sabres. Il y a quelque chose qui est très pop culture. Enfin, nous, on a vu Kill Bill, on a vu plein d'autres comme ça références. Et oui, les Yamakasi, c'est bien trouvé. Parce qu'en plus, ils ont des bots pour aller de toit en toit parce que les toits ne sont pas surveillés par les caméras de sécurité. Et c'est l'espace où ils peuvent vraiment, qui se sont accaparés pour ces gens qui n'ont sinon aucun droit sur rien, dans rien. Et en fait, oui, donc l'histoire est violente et trash, mais c'est le monde qu'il décrit qui est aussi terriblement affreux, j'allais dire, parce que il y a des personnes qui ne sont même pas considérées comme des humains. Japon dystopique 100%. Voilà. Moji 9 to the Deep, c'est aux éditions Kana. Le tome 1 sort le 10 octobre prochain. On termine ces grosses sorties avant de faire un petit panel avec Astro Royal comme promis. Il sort aux éditions Glénat Manga le 22 octobre. C'est encore un petit peu plus loin dans le temps. On sera plus vraiment à la rentrée à ce moment-là. C'est terminé en 6 tomes au Japon. C'est signé Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revenger, et le premier tome coûtera 7,20€. L'histoire, c'est celle d'Ibaru Yotsurugi, le fils biologique du chef de clan Yotsurugi, un puissant groupe de Yakuza à Sakusa, à Tokyo. Et à la mort de son père, il est pressenti pour récupérer le pouvoir, mais Ibaru surprend tout le monde en refusant la place de chef de clan, et il nomme à sa place Terasu, son 12e frère adoptif comme successeur. J'ai bien dit 12e. Le clan est déjà instable, et ce choix déclenche des tensions au sein des frères adoptifs, évidemment. Mais ça, c'était avant une pluie de météorites. Le phénomène fait émerger ainsi une force mystérieuse, des pouvoirs qu'on appelle Astro, d'où le titre Astro Royal. C'est des pouvoirs qui se réveillent chez beaucoup de gens, et ça devient alors plus qu'une guerre de succession, mais aussi une guerre de territoire entre les différents héritiers, frères du groupe, chacun à sa petite zone, un petit peu comme dans Kongo Bancho, pour ceux qui se souviennent de ce titre qui est difficilement trouvable aujourd'hui. Eh ben la vache, c'était bien le bordel, hein. Franchement, la lecture, waouh, la vache, ça pète, ça explose dans tous les sens, c'est agressif, c'est criard. Mais au final, à la fin de ma lecture, j'étais un peu dans l'esprit, c'est dans la moyenne Neketsu un peu actuelle, je pense. Alors oui, le scénar va très vite, oui, ça explose, ça crie, ça met plein de persos en place très très rapidement. Mais moi, j'étais pas un grand fan de Tokyo Revenger, mais là, limite, je suis un peu plus chaud pour le suivre sur celle-ci, parce que j'ai l'impression qu'il va tellement filer droit que en fait je sais pas jusqu'où il va aller là avec ce titre. Je te dis, pour moi c'est vraiment le manga le plus tout droit que j'ai lu depuis très longtemps. Ouais, je suis d'accord. Les révélations du pouvoir, c'est à la page 50, c'est à la fin du tome 1, il y a même déjà une résolution de la guerre de territoire. Alors pas de tous les territoires, mais ça a déjà avancé, on perd pas de temps. Après, l'histoire va faire que 6 tomes.
Donc il n'a pas le choix, il est obligé d'avancer quoi, pour tout faire tenir. Oui, c'est vrai qu'au final, il va falloir aller très vite. Mais après, c'est marrant parce que dans la série précédente, je me disais, ouais, il présentait ses persos comme des persos de Furio. Et maintenant, on fait carrément appel au Yakuza. Et quelque part, c'est beau parce que c'est ce que j'appelle l'évolution professionnelle, tu vois. Tu démarres dans un Furio, tu finis dans un manga Yakuza avec des pouvoirs fantastiques en plus. Mais franchement, ceux qui aiment les gros récits d'action, vraiment qui vont tout droit, j'avoue que là on tient une flèche quoi. Ceci dit, avec le style de Ken Wakui, il y a un côté un peu old school, plus exacerbé que dans Tokyo Revengers, dans Astro Royal, et je me demande du coup si les fans de Tokyo Revengers vont suivre sur cette série. Je suis pas certain. Je sais pas, parce qu'il faudrait réussir à identifier le lectorat de Tokyo Revenger, et je pense que c'est un petit peu compliqué. Il y a plein de genres qui se mélangent. Par contre, pour les beaux gosses Furio, Yakuza, ils sont là. Ils sont là. Les lecteurs et les lectrices qui aiment ça, il y a tout ce qu'il vous faut là-dedans. On leur offrira le coffret à Noël, 6 tomes, ça va. On peut leur donner un coffret là. Johnny voit déjà le futur, il est déjà dans le coffret. Astro Royal, donc, c'est disponible à partir du 22 octobre prochain aux éditions Glénat. C'est le nouveau manga de Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revenger. On termine avec quelques autres mangas et quelques rééditions maintenant dans le dernier quart d'heure de cette émission. Je commence avec Subaru Danse vers les étoiles de Masahito Soda. C'est l'auteur de Capeta, reconnu comme l'un des plus grands mangaka de sport. Subaru, c'est un manga qui avait déjà été publié en France au milieu des années 2000 chez Delcourt à l'époque. Aïe. Puis c'était devenu assez introuvable depuis. Le tome 1 ressort aujourd'hui aux éditions Naban et c'est donc une vraie rêve pour ceux qui aiment les mangas de sport. Et à cet égard, sachez aussi que la publication de Capeta a repris avec le retour en librairie des mangas Nueve Graphics, donc tome 5, 6, 7, 8 pour Capeta, tout d'un coup. Capeta, donc autre rêve du manga de sport. On a Subaru d'un côté, une héroïne, il est question de danse. Et pour Capeta, on est avec un héros, il est question de sport mécanique, de karting, puis plus après, dans la suite de l'histoire. Alors je peux pas te laisser dire ça, le plus grand mangaka de sport, c'est Yusuke Murata avec Aishil 21, mais vas-y, je te dis. Je t'ai dit, il veut faire des side débats. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une nouvelle sortie à Aishil 21, puisque tu reviens avec ça, tu veux en parler ? Mais pas du tout, il n'y a pas de nouvelle sortie. Mais si, il va y avoir une sortie. Non, mais je savais pas. Non, mais je vous laisse me le faire découvrir. On te fera découvrir ça. La suite, c'est aussi avec un titre qui s'appelle Bota Bota, un one-shot chez Kiun. Oui, et c'est Paru Itagaki, donc, à qui on doit Beastars notamment. Donc ça sort le 2 octobre et c'est une très très bonne surprise parce que il y a vraiment énormément de thématiques qui sont abordées dans ce one-shot, parce qu'au départ on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc c'est Mako qui a 29 ans, qui est jolie, qui est intelligente, qui a l'air marrante, sauf que elle a une forme très très extrême de misophobie, donc tout ce qui est sale lui fait peur. Elle a un rejet instantané qui se traduit par des saignements de nez, mais intempestif quoi, genre elle se vide littéralement à chaque fois qu'il est question de toucher ou d'entrer en contact avec des choses sales, et c'est ce qui fait que à 29 ans elle a jamais eu de contact physique avec des garçons. Elle sait toujours pas ce que ça fait de donner la main à quelqu'un, ou alors à chaque fois qu'elle essaye, ça ne dure pas parce que les hommes sont trop effrayés par tout ce sang qu'elle verse et qui se déverse sur elle. Et il y a vraiment toute une sorte de pages où on la voit couverte de sang, parfois nue, en train de courir derrière des mecs. Enfin, je veux dire, les images sont hallucinantes. Et quelque part, il y a une espèce de retournement en fait du stigmate, parce qu'à la base, on se dit c'est elle, la pauvre, c'est ses traumas qui l'ont rendue comme ça. Et en fait, je vais pas dévoiler les twists et tout, mais il y a vraiment une espèce de changement total de ton qui fait qu'on va dans quelque chose qui est très une joie féroce de se réapproprier des choses, de s'accepter avec ses défauts et d'aller de l'avant. Et donc c'était très très réjouissant comme lecture. Comme c'est signé par Itagaki, si on a aimé Beastars ou Sanda, est-ce qu'on va direct vers Bota Bota, ou c'est quand même pour Alors, pas pour tout le monde? On trouve son trait, donc clairement c'est du seinen, c'est pas pour les lecteurs très jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas forcément un tome entier. Donc il y a aussi
l'histoire courte qui a ensuite été la base de ce qui va devenir Sanda après. Donc on voit l'origin story un peu de ce personnage de Père Noël désabusé qu'elle a inventé. Et c'est marrant qu'elle soit à fond dans la couleur rouge en ce moment. Enfin, je sais pas, je me dis, il y a peut-être une thématique là qu'elle est en train d'explorer. Mais c'est toujours très réjouissant parce qu'elle a vraiment une façon très à elle de s'approprier des problématiques du Japon, que ce soit le vieillissement de la population, la pression sur les femmes et la pression sur la pureté, sur le fait qu'il faut rester quelqu'un d'innocent, de frais, de disponible. Et elle va envoyer tout ça valser avec beaucoup de classe. One Shot donc de Paru Itagaki s'appelle Bota Bota, B-O-T-A. Oui. B-O-T-A. Parce que c'est ploc, 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 avec le sang qui jaillit du nez. C'est l'onomatopée. C'est l'onomatopée du ploc, d'un liquide très lourd qui tombe comme ça à intervalles réguliers. 3 mangas maintenant, 3 mangas du même auteur, enfin pas exactement. Ishinomori, c'est l'une des légendes du manga avec Tezuka. Je peux pas te laisser dire ça. Yusuke Murata. Je crois que tu vas me laisser dire ça, t'as pas trop le choix là. Là, je te laisse. Ishinomori qui est donc de retour triplement en librairie à travers 3 œuvres sur cette rentrée. Il y a d'abord Miyamoto Musashi qui est sorti à la fin du mois d'août. C'est un one-shot sur l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus célèbre et l'un des plus fascinants samouraïs de l'histoire. Il y a aussi June aux éditions... alors Miyamoto Musashi, c'est aux éditions Kana. June aux éditions IMHO, qui est une œuvre qui est complètement hors norme pour les passionnés de BD et de manga, pour les passionnés de création d'histoire, d'écriture d'histoire. C'est un manga qui parle de création et qui est devenu l'une des plus grandes refs des mangaka dans les années 70. Alors c'est daté, soit, mais il y a des trouvailles absolument incroyables dans June, aux éditions IMHO. Et puis il y a 009 Cyborg, une réinterprétation en 6 volumes de Cyborg 009, qui est une adaptation du film de Kamiyama qui était sorti en 2012 et qui sort en cette fin d'année, en cette rentrée aux éditions Nueve Graphics. Et ça fera donc 6 volumes, triple dose d'Ishinomori. Voilà. C'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ah ouais, là on est bien servi. Autre petit titre, alors petit pas tant que ça, parce qu'il est déjà toujours en cours, il fait déjà 13 tomes. Il est super attendu par une partie du lectorat, c'est Sérénade pour une pluie de larmes. Oui, alors le titre est long, mais vraiment c'est une très bonne romance avec une pointe SF, puisqu'il s'agit d'un voyage temporel. C'est Hina qui se retrouve transportée en 1907 à l'époque Meiji, et elle va se rendre compte qu'elle est le sosie presque parfait d'une jeune aristocrate qui s'appelle Hinako, et elles vont jouer à prendre la place de l'autre, puisque Hinako est quand même très, il y a une santé fragile, elle ne veut pas forcément se plier à tout ce que sa famille attend d'elle, et à côté de ça, en fait, Hina va rencontrer un mystérieux garçon qui elle a déjà l'impression de l'avoir rencontré à travers ses rêves, mais en fait il s'agit du fiancé de Hinako, et tout ça commence comme c'est une belle histoire de manga historique avec des beaux costumes. En ce moment, il y a quand même une petite tendance. On pense aux Noces des Lucioles ou dans L'ombre de la reine. Et sans parler de tous les... moi, ce que j'appelle les isekai de princesses qui ne sont pas forcément des isekai. Je croyais que tu allais parler des romans aussi de type Outlander et tout ça. Oui, j'allais dire aussi. Ça. Ne serait-ce pas le Outlander japonais que nous voyons là? Ah, peut-être. Mais non, parce que c'est quand même plus pour un public plutôt adolescent. Et moi, je trouve que c'est aussi une période toujours sympa à découvrir. Donc, les débuts de l'ère moderne, que ce soit Taisho, Meiji, là, on est vraiment dans l'époque Meiji. Donc, il y a ce mélange d'Orient, d'Occident. Ils sont parfois en costume, parfois ils sont en kimono, ils ont des voitures, mais ils mangent encore dans des porcelaines. Enfin, je veux dire, il y a ce mélange qui est toujours très intriguant et puis qui en fait reflète une certaine réalité historique. Donc, c'est intéressant. Et puis, franchement, comme tu disais, mais c'est
Je le conseillerais aux personnes qui ont aimé, par exemple, les Noces de Luciole, parce qu'il y a ce côté costume, différence de statut, l'aristocratie, les personnes qui n'en sont pas. Mais il y a la violence en moins, quand même, puisque là, on est vraiment sérénade pour une pluie de larmes, dans un registre beaucoup plus romantique, beaucoup plus apaisé, avec des problématiques plus liées aussi à la musique, à la création, à l'héritage familial. Donc voilà, c'est pas très énervé comme titre, mais c'est un titre qui est quand même très dépaysant. Juste un détail, tu disais que c'était pour un public adolescent, malgré tout, c'est prépublié au Japon dans le magazine Kiss, qui est catégorisé Josei, magazine dans lequel on pouvait lire Qui a vu le pan danser. Ah bah voilà, donc oui. Donc leur truc, c'est d'avoir des titres de plus de 6 mots, quoi. Voilà, ça doit être ça. Ok. Pardon, je te coupe. Sérénade pour une pluie de larmes aux éditions Kana, ça sort le 10... Non, le tome 1 est déjà disponible, et le tome 2 sort le 10 octobre prochain. Est-ce que tu avais un dernier manga, Julie ? Oui, moi je voulais parler de Our Love Language. Donc c'est l'histoire de deux garçons, l'un qui est passionné par le théâtre et l'autre qui est étudiant en sciences de l'éducation, sauf qu'il est sourd, mais il est oralisant, donc il essaye de parler, même s'il ne sait pas forcément très bien prononcer les mots, et ils vont se rencontrer et se rendre compte qu'ils partagent plein de choses et qu'ils ont envie de passer plus de temps ensemble. Donc vraiment, c'est de la romance BL, voilà, la romance BL de la rentrée, sauf que si certaines personnes ont aimé Sign of Affection, on parle un petit peu des mêmes thématiques sur le handicap, de la surdité ou le fait de devoir utiliser le langage des signes. Là, il y a vraiment toute une réflexion beaucoup plus ancrée sur l'expression corporelle. Donc, j'ai appris le mot iconicité, le fait de montrer par des gestes ce qu'on veut exprimer, quoi, par exemple. Et c'est très intéressant parce que ça montre aussi le côté très formaté du Japon, comment donc ce jeune acteur est très frustré de ne pas pouvoir pleinement danser comme il veut, jouer comme il veut, parce qu'on lui reproche d'être trop expressif. Et là, finalement, grâce à son nouvel ami, il va se rendre compte que il a du talent et que l'expressivité, ça peut être un très grand atout. Our Love Language, c'est aux éditions Akata et ça sort cette semaine si vous écoutez l'émission à sa sortie. Voilà, on a fait le tour des mangas de cette rentrée. On peut donc aussi vous parler, mais on le fera dans une autre émission, de The Strange House. On peut aussi vous parler des Gouttes de Dieu héritage, la suite des Gouttes de Dieu avec les enfants. Tata. Ouais, ils boivent pas d'alcool, mais ils vont s'y mettre. Tu me regardes bizarrement, Cagnard. Oui, parce que désolé, je connais pas le pitch de ce manga, du coup, là, pardon. La suite des Gouttes de Dieu avec les enfants. Mais c'est la suite. Il cherche à un mix entre Kindergarten Noir et les Gouttes de Dieu. Ok, d'accord. On vous a préparé aussi, on vous a raconté ça à la fin de la saison dernière, une interview de Ogreat, de Ogure Ito, puisqu'on l'a rencontré avec Johnny pendant Japan Expo. Donc on va vous préparer une émission avec tout ça aussi à la rentrée, mois de novembre plutôt, je dis n'importe quoi maintenant. Ouais, c'est la rentrée encore. Tant qu'on dépasse pas Noël, c'est bon. C'est la rentrée des vacances de la Toussaint. Ouais, c'est ça. Ah putain, c'est vrai que c'est déjà les vacances. On vient de la mettre à l'école et ça y est, on la reprend. Ah là là. Ah là là. Ça s'arrête jamais ça. Ça m'énerve. Ah là là, les enfants. Oh là là. Bref, il y a d'autres titres, mais il y en a certains aussi qu'on a lus et dont on n'avait pas envie de parler dans cette émission. Ça arrive aussi, ça, forcément. Mais on fera un jour une émission. Ils nous ont quittés cette année. Ils n'ont pas été retenus. Achève-moi, par exemple. Alors qu'en vrai, moi, j'ai bien aimé, pour le coup. Achève-moi. C'était ce qu'il me fallait au moment où je l'ai lu. Un shoujo aux éditions Kirokawa. Alors, c'est une vraie romance. Mais attention, le titre n'est pas... C'est un faux titre. Achève-moi, ça va pas être un thriller, ça va pas être... Ouais, c'est genre, plutôt. Non, c'est le pan qui danse. C'est genre, achève-moi, t'es trop beau, toi. Non, j'aurais dit, c'est plutôt, achève-moi, je suis tombée amoureuse d'un mec qui veut que des plans cul. Un truc comme ça, ouais. Ah oui. Dans l'esprit. C'est bien résumé, bravo. Ouais, mais du coup, ne fais pas un titre comme ça. Trouve autre chose. Tu aurais voulu la suite en sous-titre, en fait. Ouais. Oui, non, parce que là, on aurait écrit un isekai. On aurait écrit, c'était sur un isekai.
Le jour où je me suis réincarné, non, ça Ouais. marchera pas. Merci d'avoir écouté cette émission des mangas de la rentrée. Comment t'as trouvé cette rentrée, Cagnard ? Eh ben, comme d'habitude, j'ai à chaque fois l'impression que tout est nul. Et en fait, tous les trucs que j'ai lus étaient bien. Du coup, au final, je suis plutôt très content de cette rentrée. Johnny ? Non, mais moi, depuis que j'ai fini La Roue du Temps, en fait, je trouve que la vie est insipide. Du coup, non, mais vous imaginez pas 28 tomes, 27 tomes de 500 pages, comment ça change un homme. Et non, mais j'ai trouvé... les lectures que j'ai lues, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup dans ce que j'aurais pu attendre d'une rentrée. Mais ce qui n'est pas très grave, ce qui compte, c'est la qualité et pas la quantité. Oh, bah écoute, un peu comme Cagnard, moi j'étais en train de me dire oh mais j'ai pas trouvé la perle, le truc, et en fait il y a plein de bonnes choses. Donc je suis très contente d'avoir découvert des nouvelles histoires. Vous verrez quand on fera nos meilleurs mangas de 2025. Ouais, complètement. Finalement, il y aura pas mal de trucs assez sympas. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de vente de mangas en France sur l'année qui vient de s'écouler, sur les 12 derniers mois 2024-2025. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas la note, le pouce en l'air, les étoiles, le commentaire, etc., etc. Merci d'avoir écouté cette émission. Ciao, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Salut.